Je suis ici avec toujours le même plaisir de retrouver Rome et l'école française de Rome, et je remercie l'école française de son accueil et de son hospitalité. C'est toujours un bonheur renouvelé que je n'avais pas connu depuis 2019, donc ça fait plaisir de revenir ici en ces lieux. Je vais vous parler en effet d'une autre institution dont on a parlé à plusieurs reprises, et d'ailleurs certains aspects de ce que je vais présenter recoupent les deux communications précédentes. En effet, l'Académie de France à Rome est un acteur de l'histoire de ces deux institutions, et en particulier de l'école française d'Athènes, un acteur très présent dans l'histoire de cette maison athénienne, et une histoire qui s'est peu à peu effacée des mémoires, qui a disparu très largement, alors qu'en réalité, elle a joué un rôle décisif dans les années 1840-1846, et elle a continué de jouer un rôle en filigrane de l'histoire de l'école française d'Athènes jusqu'à des dates assez récentes. Et c'est un peu pour revenir sur cette mémoire oubliée des artistes à Athène que je propose de faire cette communication, et donc de parler de cette Académie de France à Athènes qui a virtuellement existé et dont le souvenir s'est effacé, mais qui joue un rôle important dans la création des autres institutions françaises à l'étranger, puisqu'elle en a été finalement le grand modèle, et dans l'organisation et dans le contrôle des travaux réalisés par les artistes ou les savants envoyés à l'étranger. Les circonstances de la fondation de l'école française d'Athènes sont très bien connues par le livre de Radet qu'on a cité tout à l'heure. Mais c'est un petit peu pour... Et Radet, dans son livre, évoque la part de l'Académie de France à Rome dans cette histoire de l'école, mais il le fait uniquement au tout début et beaucoup moins par la suite. Et depuis, de nouvelles archives ont montré que la présence de l'ombre de l'Académie de France à Rome est plus importante que ce qu'on pouvait penser. De nouvelles archives, et puis la presse aujourd'hui accessible, mise en ligne progressivement sur Gallica, permet de retrouver les articles de journaux qui ont accompagné, tant en Italie qu'en Grèce et qu'en France, les débats autour de la création de ces institutions françaises à l'étranger. Donc c'est pour revenir un petit peu sur cet ensemble que je me propose de vous parler aujourd'hui. De rappeler d'abord dans un premier point la création de l'école française d'Athènes. Je le fais très vite puisqu'on l'a déjà beaucoup évoqué. Non, c'est celui-ci, voilà. Deux figures importantes en Grèce qui jouent un rôle dans la création de l'école. C'est d'une part Ioannis Kolétis et Théobald de Piscatori. Kolétis, dont vous avez ici le portrait, mais qu'on a aussi en portrait dans un daguerréotype où il est ambassadeur de la Grèce à Paris. Il est un héros de la guerre d'indépendance, ambassadeur à Paris de 1841 à 1843, très proche de Guizot, et au retour en Grèce en 1843, homme politique qui occupe plusieurs portefeuille de ministère, et surtout président du Conseil entre 1844 et 1847, c'est-à-dire au moment où va se jouer la création de l'institution française à Athènes. Il est aussi à la tête du parti français, puisque la vie politique grecque à la cour du roi Othon est partagée entre le parti anglais, le parti russe et le parti français, et c'est Kolétis qui est à la tête du parti français. Il est donc très proche de Piscatori, qui est un ministre de France un peu particulier, puisqu'il est lui aussi héros de la guerre d'indépendance grecque. Il a participé à la guerre dans les premiers temps. Il a même reçu, chose très rare, la médaille grecque de l'Aristion comme héros. C'est une distinction qui est réservée normalement aux héros de la guerre d'indépendance, donc il en est titulaire. Et il devient ministre de France à Athènes sur proposition de Guizot à partir de 1841 jusqu'en 1847. C'est donc l'autre acteur important de la création de l'école française d'Athènes. Il joue un rôle, c'est un ministre de France très présent sur la scène politique, et c'est la raison pour laquelle le Charivari le mentionne souvent et fait des caricatures de Piscatori menant une vie de pacha à Athènes, tel qu'il est représenté ici. Et c'est un personnage haut en couleur dont on possède plusieurs portraits. En tout cas, pour la création de l'école française d'Athènes, il joue un rôle particulier, même un rôle personnel. Il s'y implique. On le voit dans une lettre qu'il écrit à sa femme le 17 janvier 1846. Il écrit ceci: « Nous sommes, Salvandi et moi, donc Salvandi qui est ministre de l'Instruction publique à l'époque, en grande correspondance. Nous avons conçu à nous deux une idée qui ne manque pas d'une certaine grandeur,
il ne s'agit pas moins que de rétablir l'école d'Athènes, de faire étudier les lettres grecques sur le sol grec lui-même. Donc en janvier 1946, Piscatori travaille en concertation avec la France à la création d'une nouvelle école d'Athènes. C'est évidemment une allusion cette fois-ci à la fresque de Raphaël, bien sûr, l'idée que la Grèce est la patrie des disciplines, de la patrie de l'érudition, de la philosophie et des arts, et qu'il faut recréer cette école ici par ce biais. En tout cas, l'ordonnance de fondation de 1846, voilà, c'était donc le texte que j'avais préparé ici. L'ordonnance de fondation du 11 septembre 1846 stipule dans son article 1er, on l'a vu, qu'il est institué une école française de perfectionnement pour l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques. Le point important, c'est qu'on va y recevoir des agrégés des classes d'humanité, d'histoire ou de philosophie, et qu'elle est placée sous la direction d'un professeur de faculté. C'est un point important sur lequel je reviendrai plus tard. À ce dispositif s'ajoute d'apprentissage de la culture classique sur place, s'ajoute l'enseignement du français et le contrôle des écoles du Levant, l'idée étant que les écoles qui sont réparties en Méditerranée orientale et principalement dans l'Empire ottoman, qui sont des écoles confessionnelles, dispensent un certain nombre de savoirs qui sont éventuellement présentables pour le baccalauréat, et il s'agit de contrôler le contenu de ces enseignements, et donc l'école française va assurer la collation de ce diplôme du baccalauréat, c'est ce qui est prévu. Donc la nouvelle institution est résolument tournée vers la philologie, l'histoire, et elle est rattachée académiquement à l'université en tant que telle. Cette institution va recevoir ce qu'on a appelé les argonautes, on l'a vu tout à l'heure, et le journal de Charles Lévesque, en effet, retrouvé à l'école française d'Athènes, est un document tout à fait extraordinaire de l'état d'esprit de ces premiers membres de l'école qui arrivent. Ici, c'est la page de l'arrivée à Athènes au printemps du 22 mars 1847, après le voyage en Italie, qui est très intéressant du point de vue, on l'a vu tout à l'heure, de la formation de départ de ces membres. Et ils logent dans la maison Gennadios, qui est la première maison à l'extérieur d'Athènes. Aujourd'hui, on est au plein cœur de la ville, enfin... Cette maison qui a été détruite est dans une rue qui est aujourd'hui une artère principale du centre-ville. Toute petite maison dans laquelle les membres vont se loger avec le directeur, qu'on connaît maintenant assez bien, avec une vue imprenable sur la ville historique, la ville au grand passé qu'ils vont étudier. Ici, un dessin de Dominique Papetit qui est à peu près la vue qu'ils avaient de la façade de la maison Gennadios vers l'acropole, et puis le rempart de la ville qui existe encore, et cette toute petite capitale, moins de 20 000 habitants, au moment où l'école s'installe. Les membres se consacrent tout d'abord à des voyages d'exploration dans le royaume de Grèce, qui est tout petit à l'époque, et puis jusqu'aux premières fouilles menées par Belay au Propylée en 1852, avec une publication qui se fait dans la revue archéologique. Et dans cette publication est noté le fait que le travail de Grenier sur les propylées de l'acropole s'accompagne de dessins de Garnier, architecte de l'Académie de France à Rome, qui sont annexés aux mémoires présentées par Belay. Dans cette dernière notation se cache en réalité une autre filière française qui s'installe dans la capitale du royaume hellénique et en la présence de pensionnaires de la Villa Médicis, et ce, bien avant en réalité l'arrivée des membres de l'école française d'Athènes. Comme le montre un entrefilet dans le journal Le Moniteur universel du 3 mars 1846, on est donc 7 mois avant l'ordonnance et 1 an avant l'arrivée des Argonautes, le Moniteur universel publie cette annonce: l'école française d'Athènes est aujourd'hui installée. Cette école recevra tous les ans un certain nombre de jeunes gens de l'Académie de France à Rome qui viendront y étudier les monuments de la Grèce et perfectionner ainsi leurs études artistiques. On est donc une sorte de pré-école française d'Athènes qui existe et qui est annoncée par ce journal. Donc deuxième point, qu'une école française d'Athènes peut en cacher une autre. Qu'en est-il de cette école dont on annonce la création ? Alors cette école, en réalité, elle est liée à une modification du règlement du séjour des architectes pensionnaires pris de Rome à l'Académie de France à Rome, une modification qui intervient en 1845, le 22 février 1845.
est autorisé. Jusqu'à présent, les architectes pensionnaires de la villa devaient travailler en Italie et faire leur envoi à partir des monuments italiens. Les voyages autorisés étaient autorisés en Italie et en Sicile, mais pas au-delà. Et les quelques exceptions qui existent sont des exceptions qui n'avaient pas été validées en haut lieu en tant que telles. Mais la nécessité du voyage finit par se faire sentir, et dans le rapport d'une commission qui a été formée sur ce sujet, la commission Lenormand, Haim et Gatto, de février 1945, signale qu'il est concevable d'autoriser ce voyage. Il est donc permis d'affirmer a priori qu'au moins pour les architectes, le voyage d'Athènes est aussi utile que celui de Rome. On peut même présumer que lors de la fondation de l'Académie de France, si un voyage de Grèce eût été ce qu'il est aujourd'hui, l'obligation de visiter Athènes aurait été comprise dans le plan de Colbert. Et donc il y a une espèce d'adaptation de l'Académie, puisque la possibilité du voyage aujourd'hui est beaucoup plus simple dans cet État nouvellement indépendant, nouvellement créé, qu'est le royaume hellénique. Eh bien, il faut peut-être que l'Académie s'adapte et autorise les architectes. Et donc, à partir de 1845, les architectes vont être autorisés. Mais là encore, dans cette mutation, Piscatori a joué un rôle important. Ce n'est pas seulement une évolution liée à des discussions à Rome et à Paris. Piscatori, dans une lettre au directeur de l'Académie, du 5 octobre, il écrit donc ceci. Vous ignorez peut-être que depuis 1841, je sollicitais, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la mesure qui vient d'être prise. Vous ne douterez pas, j'en suis sûr, de l'accueil que j'ai été si heureux de faire à nos jeunes artistes. Ils vous auront déjà dit, je l'espère, que la légation du roi à Athènes, c'est-à-dire là où loge Piscatori, s'est empressée de venir, autant qu'il dépendait d'elle, en aide à leurs travaux. Il est impossible d'y être d'ailleurs plus encouragé par le mérite personnel de messieurs Titeux, Paccard et Balu, qui sont les premiers architectes à arriver à ce titre-là. Ils me trouveront toujours prêts à leur faciliter les moyens de voir et de bien voir. Je compte mettre prochainement un bateau à vapeur à leur disposition pour qu'ils puissent visiter Égine, Sounion, Milo et Délos. Donc on voit que l'ambassadeur s'est véritablement impliqué pour obtenir la venue de ces architectes et du coup de favoriser leur séjour, à tel point d'ailleurs qu'il les héberge lui-même dans sa maison, qu'on va voir tout de suite après ici, dans la résidence de l'ambassadeur, à Patissia, donc à la campagne à l'époque, à Athènes. C'est là que vont loger ces architectes dans un premier temps. Et donc on voit que Piscatori se démène à Athènes pour obtenir la création d'une école française d'Athènes avec la venue d'artistes ou de savants. C'est la raison pour laquelle le Charivari brocarde Piscatori avec cet entrefilet qui est publié le 16 septembre 1846, où est inventée une mission d'inspection de l'école française d'Athènes qui est envoyée sur place pour s'assurer que cette école est bien créée et que tout se passe bien. 5 inspecteurs arrivent, sont logés dans une auberge tenue par un certain Miltiade et n'arrivent pas à trouver l'école française d'Athènes, et donc ils demandent où se trouve l'école française d'Athènes. On les envoie chez Piscatori et le texte dit ceci. Donc les visiteurs se sont décidés à attendre le lever de M. Piscatori, qui vit comme un pacha, comme on le sait, et dans l'intervalle, ils sont revenus à l'hôtel où ils ont demandé au père Miltiade « Pourquoi, quand nous vous avons demandé l'école française d'Athènes, nous avez-vous envoyé à l'ambassade ?» Et il répond « Parce que je ne connais d'autres écoles françaises que les écoles faites journellement par M. Piscatori. Je ne sais pas si l'ombre de Plutarque en a frémi, mais elle a dû en frémir, parce que donc à Athènes, il est de notoriété publique que l'ambassadeur s'emploie à la création d'un établissement pour accueillir des Français sur place. Donc cet accueil se fait par ces architectes qui vont venir travailler, et un certain nombre d'envois de Rome de l'époque vont porter sur les monuments athéniens. J'en ai pris qu'un seul exemple, ils sont aujourd'hui bien connus, ils ont été exposés à plusieurs reprises. Je vous présente ici l'envoi, un des morceaux de l'envoi de Paccard, d'Alexis Paccard, la façade est du Parthénon, l'envoi consistant en état actuel et en état restauré des monuments. Le travail de ces architectes n'est pas seulement de faire les relevés, mais aussi de faire des empreintes
des sculptures et un certain nombre de moulages de la frise du Parthénon et des métopes seront réalisés par Paccard et envoyés en France. Ce seront parmi les premiers moulages qui arriveront dans la collection de l'École des Beaux-Arts et au musée du Louvre. De 1844 à 1854, pas moins de 9 pensionnaires de l'Académie ont travaillé à Athènes et ont mis Athènes au cœur de leur envoi d'une manière ou d'une autre, sans compter évidemment tous ceux qui vont venir après. Je me suis arrêté sur cette période-là qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui ici. Ces envois donc portent sur les monuments principalement d'Athènes, d'autres vont porter sur des monuments qui se trouvent à proximité d'Athènes, dans l'île d'Égine ou au Sounion à proximité. Il faut rappeler cependant que l'idée d'envoyer des artistes en Grèce, si elle est rendue possible par la modification du règlement de 1845, elle n'est pas complètement nouvelle, puisqu'elle avait déjà été évoquée dans un document resté inédit de l'architecte Legrand, qui avait évoqué, de Jacques-Guillaume Legrand, fin 18e, qui avait évoqué l'idée de créer un réseau d'institutions françaises dans les capitales où se trouvent les grands monuments, en Italie, en Grèce, dans l'Empire ottoman et en Égypte, pour accueillir des artistes qui viendraient s'y former. Il s'agissait de créer une série d'institutions du type de l'Académie de France à Rome pour accueillir ces artistes. Et pour Athènes, il était dit plus particulièrement, il serait établi à Athènes une Académie des Beaux-Arts qui aurait pour principaux objets d'étude l'architecture et la sculpture. Et cette idée qui est évoquée, qui est restée virtuelle dans ce document inédit, est restée lettre morte. Elle a été retrouvée et publiée par un autre Legrand, homonyme, mais qui n'a pas de lien de famille, Philippe Ernest Legrand, qui l'a publié dans le Bulletin de correspondance hellénique en 1896. Il y a donc l'idée que la formation des artistes suppose des voyages et des séjours d'une certaine durée dans les différents pays et différentes capitales, et que pour permettre matériellement ces séjours, il faut créer des établissements qui soient l'équivalent de l'Académie de France à Rome. Cette idée ancienne, à elle seule, n'aurait sans doute pas suffi à faire accepter par l'Académie des Beaux-Arts la nécessité du voyage en Grèce, ni même sans doute l'activisme de Piscatori, si ça n'avait pas correspondu aussi à une certaine attente qu'il y avait en Grèce et à un enjeu international dans les relations, en tout cas binationales, dans les relations bilatérales, dans les relations entre la France et la Grèce. En effet, l'article du Moniteur que je signalais tout à l'heure, du 3 mars 1846, était complété par ce paragraphe. Le gouvernement grec a reçu avec la plus grande reconnaissance des objets d'art que lui a envoyé la France et qui figureront dans le musée qu'il vient d'ouvrir. En même temps, il va faire relever par un artiste français le plan de tous les monuments de la province d'Athènes. Ces dessins seront exposés dans une des salles du nouveau musée. En effet, dans le même moment, Athènes s'est dotée d'une école pour former ses artistes, qu'elle a rénovée, transformée aux alentours des années 1840. Elle crée un musée des antiquités qui va aussi accueillir des collections plus récentes. Et il y a toute une politique du gouvernement, dont le président du Conseil est Colétis à l'époque, et il appuie ce développement de la formation artistique en Grèce et de l'ouverture du musée sur, évidemment, son réseau français en tant que tel. Et on en a un autre document qui est un article de Félicien de Saucy à propos du musée d'Athènes, publié dans la revue archéologique en 1845, où il fait état de discussions qu'il a entendues et de propos du général Colétis, qu'il a lui-même entendu. Il dit ceci: « Monsieur le général Colétis désire ardemment attacher son nom à la renaissance des arts en Grèce. Déjà, ses efforts ont été couronnés d'un succès qui donne les plus belles espérances, car une école de sculpture et de peinture vient d'éclore à Athènes, et dans peu d'années, avec les éléments de prospérité qu'elle possède, cette école, je n'en doute pas, aura conquis une belle place dans la hiérarchie de l'intelligence artistique. Plusieurs fois, j'ai eu le bonheur d'entendre le général émettre un vœu qui devait être bientôt accompli, que les élèves sculpteurs et architectes de l'école française de Rome viennent à Athènes passer la dernière de leurs 3 années d'études, me disait-il, et les monuments, la place et le marbre ne leur manqueront pas. Je leur donnerai tout ce qu'ils voudront, mais qu'ils viennent, et bientôt notre école, à nous, aura grandi, car l'émulation est toute puissante parmi les Grecs. » Et donc on voit qu'à côté des efforts de Piscatori, à côté des réflexions menées à l'Académie des Beaux-Arts et à l'Académie de France à Rome, il y a les pressions qu'exerce le gouvernement grec et Colétis
de développer ce partenariat et de faire venir les artistes. Pour toutes ces raisons, on comprend que soit ouvert, soit envisagé sereinement et avec même un certain empressement la création de cette institution de l'école française d'Athènes, en tout cas celle qui apparaît dans les journaux de mars 1846. Cette école française d'Athènes, donc annexe de l'Académie de France à Rome, répond donc dans son principe à des vœux et à des aspirations très fortes, côté français comme côté grec. Un ultime fait montre que ce principe a reçu sans doute en très haut lieu en France une confirmation, c'est le voyage que fait le duc de Montpensier à Athènes le 12 et 13 septembre 1845. Le duc de Montpensier, donc Antoine d'Orléans, fils du roi, est en voyage en Méditerranée, il fait une escale de 3 jours à Athènes et il visite 2 fois l'Acropole. Et ce voyage est immortalisé par le célèbre tableau de Papetti, qui représente le roi Othon, le duc de Montpensier, et puis Piscatori et Colettis, qui sont présents sur ce tableau. Et le journal des débats se fait l'écho de ce voyage où il est dit que le duc de Montpensier a été tellement fasciné par l'Acropole qu'il a demandé une deuxième visite et que cette deuxième visite s'est faite avec des architectes pensionnaires de la villa, donc ceux qui étaient présents, qui vont lui faire la visite. Et parmi ces architectes pensionnaires de la villa, il y a un autre architecte qui est présent, ancien prix de Rome, mais qui n'est pas à Athènes au titre de la modification du règlement, c'est l'architecte Florimond Boulanger, qui a été prix de Rome et qui fait la visite avec le duc de Montpensier. Il a été prix de Rome en 1836. Il a séjourné donc à la Villa de Médicis de 1837 à 1842. Il est revenu en France et s'est trouvé à ce moment-là sans emploi. Et il a demandé à bénéficier d'une mission du ministère de l'Instruction publique, enfin du ministère de l'Intérieur. Et il dépose une demande de mission en 1843, c'est ce dossier aux Archives nationales qu'on peut consulter, et dans lequel on trouve tout son dossier, son argumentaire pour obtenir cette mission de 3 ans, dont il va ensuite demander le renouvellement, puisqu'il va l'obtenir en 1943, et il obtiendra un renouvellement en 1946. Dans sa demande, que vous avez ici à l'écran, il a un passage pour justifier le fait d'aller comme architecte en Grèce et de proposer une mission de relever des monuments. Il précise que sa mission conviendrait très bien, accompagnerait très bien la création d'une succursale de l'Académie de France. Et donc, ça montre que Boulanger était très au courant de l'actualité de cette question. Il écrit ceci dans sa demande. « Si une succursale de l'Académie de France à Rome était établie à Athènes, les pensionnaires qui y seraient envoyés quitteraient Rome probablement à la 3e ou la 4e année de leur pensionnat. Et alors, ils n'auraient point encore l'expérience et l'acquis nécessaires pour l'exécution d'un travail complet sur les monuments d'Athènes. Leurs études ne pourraient être regardées comme étant aussi sérieuses que celles d'un ancien pensionnaire qui habite 6 ans, c'est-à-dire lui, Boulanger, a étudié tous les monuments de la Grande Grèce et de la Sicile, et donc tous les travaux ont été dirigés vers la Grecque. D'ailleurs, ces pensionnaires, devant aussi sans doute parcourir toutes les parties de la Grèce, ne pourraient donner le peu de temps qu'ils auraient à rester à Athènes que des études partielles et détachées de quelques-uns des monuments de cette ville, et dès lors, la première de toutes les conditions à satisfaire pour donner à un travail aussi important un caractère d'exactitude incontestable que seul peut lui donner, apporter une pensée unique directrice, ne serait point remplie. Il serait donc dans l'intérêt des pensionnaires artistes envoyés à Athènes qu'une étude générale exacte de ces monuments fût faite d'abord, elle leur servirait de guide et chacun d'eux y puiserait des renseignements. Et donc, Boulanger met sa demande de mission avec l'argument je vais à Athènes relever les monuments pendant plusieurs années, de façon à ce que les pensionnaires qui vont venir disposent d'un premier relevé complet de l'ensemble des monuments d'Athènes, à partir desquels ils pourront travailler et développer leur séjour qui ne dure que 4 mois. Et donc, on voit à quel point l'idée de la création d'une Académie de France à Athènes était très engagée,
puisqu'elle sert d'argument dans cette demande. Boulanger obtient sa mission de 3 ans, dont voici l'arrêté publié le 22 août 1843. Ça n'a pas été très facile, mais il l'a obtenu. Et la mission a comme objet le relevé des monuments d'Athènes dans leur état actuel, c'est-à-dire une partie de ce qui constitue les envois des architectes à Rome. C'est juste l'état actuel que doit relever Boulanger. Donc Boulanger va s'atteler à ce travail qu'il va accomplir. On connaît non pas le travail global, mais on a des minutes de son travail qui sont aujourd'hui aux archives de l'université de Lille et qui montrent un travail extrêmement précis, extrêmement attentif. Florimond Boulanger a apporté un matériel considérable, y compris un appareil photo daguerréotype, pour réaliser ces relevés. En 1946, il n'aura pas fini, il demandera son renouvellement et pour obtenir son renouvellement, il a une lettre de soutien du duc de Montpensier qui lui-même rappelle qu'il a visité l'acropole avec Boulanger, qui est une personnalité extraordinaire, fin connaisseur et que la durée de son séjour, il est parfaitement normal de prolonger son séjour de 3 ans. Donc Boulanger a donc poursuivi son séjour, mais n'a finalement pas donné suite à ce travail de relevé pour servir aux pensionnaires qui devaient venir par la suite. Florimond Boulanger a suivi un destin particulier, personnel, tout à fait singulier. C'était un fourriériste enragé qui était déjà... C'est d'ailleurs à Rome qu'il a contracté cet engagement, si j'ose dire, autour du milieu de Papetis en particulier, mais pas seulement, de Sabatier et de quelques autres. Et il a transporté cet engagement fourriériste en Grèce. Il était très proche de Colétis et il a écrit plusieurs lettres à Colétis pour lui demander de fonder des coopératives sur le modèle de Fourier et dès 1846. Et donc son rêve fourriériste l'a emporté très largement sur sa mission scientifique qu'il s'était fixée. Et puis surtout, il est devenu l'architecte de la cour du roi Othon, l'architecte de la ville d'Athènes et l'architecte de la Grèce, puisque parmi les nombreux monuments qu'il a construits en Grèce, il a construit en particulier l'ancien Parlement, avenue Stadiou, encore aujourd'hui visible. Donc on le voit, le projet d'une Académie de France à Rome était donc très très engagé et déjà en grande partie réalisé. Et ça semble bien avoir été la première forme envisagée tant à Paris qu'à Athènes d'une présence française en Grèce. Et donc la question qui se pose, et ce sera le dernier point que j'aborderai, c'est pourquoi l'ordonnance du 11 septembre 1846 crée un établissement universitaire relevant du ministère de l'Instruction publique et non pas du ministère de l'Intérieur, auquel était rattachée encore l'Académie des Beaux-Arts et donc les pensionnaires à cette époque. Et il est fait à peine mention de cette question. Il y a là un écart qui est assez étonnant quand on voit à quel point le projet artistique était lui-même très, très engagé. Donc, troisième point de cet exposé, la mémoire oubliée des artistes à l'école française d'Athènes, et c'est d'essayer de reconstituer un petit peu cette mémoire et d'essayer de comprendre comment s'est perdue en route, en quelque sorte, cette académie de France à Athènes. Résolument tournée vers la philologie et l'histoire, et donc rattachée académiquement à l'université, l'école d'Athènes, créée en 1946, laisse peu de place à l'étude des arts, et donc partant aux pensionnaires de l'Académie de Rome. Il y a guère, on l'a cité tout à l'heure, l'article 7, qui prévoit une petite ouverture. L'école française d'Athènes pourra recevoir par décision ministérielle tous les développements nécessaires au progrès des lettres ou des arts et à l'étude des monuments. Toute petite ouverture dans le texte de 1946, et le ministre précisera dans un arrêté du 25 janvier 1847 cette question que vous avez ici à l'écran, oui, la création d'une section des beaux-arts à l'école française d'Athènes. L'article 1 précise, le ministre donc, article 1er, il est créé à l'école française d'Athènes une section des beaux-arts dont feront partie les élèves pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Et donc on revient en quelque sorte, on vient préciser l'ordonnance par cet arrêté qui crée cette section des beaux-arts qui va ne véritablement exister qu'à partir du décret de février 1859, on y a fait allusion pour la création de cette section, et elle disparaîtra, cette section, en 1874. Elle aura une durée de vie assez brève et n'aura pas véritablement de suivi institutionnel. La question qui se pose, donc, malgré cet effort qui est fait institutionnel, on constate un réel effacement de cette présence des artistes, au moins institutionnellement. Et on peut essayer de l'analyser, cet effacement, et en y réfléchissant, on peut y trouver deux raisons.
La première, c'est que le voyage en Grèce est en réalité un facteur de perturbation de l'Académie de France à Rome et de déstabilisation de l'Académie de France à Rome. D'abord, on en a un exemple avec Florimond Boulanger lui-même, qui a montré les risques d'une telle création, le séjour prolongé en Grèce, l'engagement sur d'autres chantiers. Florimond lui-même soulignait que 4 mois n'étaient pas suffisants et qu'il fallait séjourner plus longtemps. Et d'ailleurs, les architectes lauréats du prix de Rome qui sont venus les premiers ne sont pas restés 4 mois, ils sont restés au minimum 1 an et parfois plus, 1 an ou 2 ans. Le séjour en Grèce a toujours attiré énormément, a toujours été plus long que ce qui était prévu. Et dans un rapport de Allo, directeur de la Villa Médicis, donc de l'Académie de France à Rome, dans un rapport du 18 juillet 1847, il écrit ceci: « J'ai seulement à constater, aux yeux de l'Académie, l'irrégularité qui s'est introduite dans l'accomplissement des travaux de la section d'architecture et qui, par voie d'expansion, tend à envahir l'ordre des travaux des autres années du pensionnat. En effet, c'est de la nature même des choses et du désir bien naturel que les pensionnaires ont eu de tirer de ce beau voyage le plus grand profit possible que dérivent les irrégularités qui se sont produites. Ceux qui sont partis les premiers et qui se trouvent actuellement à Athènes ont demandé et obtenu, dans ces louables dispositions, l'autorisation d'y faire leur travail de restauration. Et comme on ne peut accomplir une telle tâche en 4 mois, terme assigné par le règlement à ce voyage, il s'en est suivi que l'un d'eux est parti depuis 3 ans, l'autre depuis 10 mois, qu'aucun d'eux n'a envoyé ses travaux à l'Académie et n'est revenu y prendre sa place. » Et il continue son rapport en disant « Aujourd'hui où je vous écris, je n'ai plus qu'un seul architecte présent à l'Académie, ils sont tous à Athènes et ils ne reviennent pas. » Donc c'est l'attraction en quelque sorte du pays. Et donc on voit comment une Académie de France à Athènes pouvait donc difficilement voir le jour en tant qu'institution, sans nuire gravement en quelque sorte à celle de Rome et la menacer dans son fonctionnement, en tout cas pour les architectes. Une deuxième raison, je crois, a joué très, très fortement. Une autre dynamique a été enclenchée, une dynamique cette fois-ci universitaire, assez forte, et qui tourne autour d'une mission mal connue aujourd'hui parce que les archives sont en partie égarées. C'est la mission de Charles Alexandre, sûrement pas perdue, mais égarée dans un dossier où elle ne devrait pas être. C'est la mission de Charles Alexandre au Levant. Charles Alexandre est un philologue que les hellénistes connaissent par un dictionnaire que vous avez ici à l'écran. Et il est chargé d'une mission qui est annoncé le 15 mai 1846 dans la revue d'instruction publique que vous avez ici à l'écran. M. Alexandre donc, est envoyé en Grèce par le ministre de l'Instruction publique pour traiter une affaire importante. Il s'agit, dit-on, de fonder à Athènes un établissement analogue à l'école française de Rome où les meilleurs élèves de l'école normale iraient apprendre à parler le grec. La réciprocité serait offerte au gouvernement grec. Alors là, on a un autre projet qui apparaît. On envoie un helléniste à Athènes pour pour voir la faisabilité d'une institution, pour envoyer des normaliens sur le modèle de l'Académie de France à Rome, pour leur apprendre à parler le grec moderne. Alors là, on est dans tout à fait autre chose, qui te montre que la question d'une institution française à Athènes se discute par de multiples aspects, mais cette mission en fait de Charles Alexandre s'accompagne d'un autre objectif, de 2 autres objectifs. D'une part, de faire un rapport sur la prononciation du grec moderne. Est-ce qu'il faut changer la prononciation érasmienne et adopter la prononciation que les Grecs ont du grec ancien et à ce moment-là, du coup, former les agrégés de lettres classiques à la prononciation du grec moderne, d'où la nécessité de créer éventuellement un établissement pour les accueillir. Et puis d'autre part, puisqu'il est envoyé là-bas, de faire le tour des écoles du Levant pour s'assurer de l'état des enseignements qui s'y font et de voir quels seraient les moyens à mettre en place pour contrôler le niveau et la qualité des enseignements dans ces écoles du Levant. Et Charles Alexandre, pour ces 2 missions, la mission de la prononciation du grec et la mission de contrôle des écoles du Levant, répond favorablement. Sur la prononciation du grec, il dit qu'il faut renoncer à la prononciation érasmienne et passer à la prononciation moderne, ce que l'Académie d'ailleurs suivra par 2 résolutions successives, restée lettre morte malheureusement. Et pour la contrôle des écoles du Levant, il écrit ceci: « En principe donc, je suis très favorable à l'idée d'une commission d'examen en Orient, mais l'exécution présente des difficultés que je vous demande donc la permission d'examiner dans un rapport à part. » Il précise en particulier qu'il serait nécessaire d'avoir une université française à Athènes qui viendrait couronner en quelque sorte les écoles du Levant.
Donc on voit que cette mission, dans cette perspective, on comprend mieux l'ordonnance de septembre 1846. Cette ordonnance place l'école sous la tutelle de l'instruction publique et satisfait ainsi toute une série d'objectifs, la question du grec moderne, la question du contrôle de l'école du Levant, de l'apprentissage et de la formation des hellénistes de manière concrète à la culture classique, et éventuellement une petite section pour recevoir des artistes. Tout ça mis à la disposition du Parti français pour soutenir évidemment une politique favorable à la France du petit royaume hellénique. Et donc la question, on voit pourquoi, on répond en quelque sorte à cette question, pourquoi cette académie ne s'est pas faite, et plutôt une école française tournée vers les hellénistes. Eh bien, je pense que cette mission de Charles Alexandre, qui mérite des recherches approfondies, et en particulier son rapport sur l'école française d'Athènes qu'il a rédigé, est aujourd'hui introuvable. C'est sans doute là que se trouverait un certain nombre de réponses. Cette école, donc cette académie de France à Athènes, est donc a été en quelque sorte effacée, elle est restée très marginale, et elle constitue une mémoire oubliée qu'on peut cependant reconstituer, dont on peut retrouver un certain nombre de traces que je me propose de passer très rapidement maintenant en revue pour finir. Tout d'abord, l'école française d'Athènes, dans ses 3 installations différentes à Athènes, puisqu'elle a occupé 3 maisons différentes, a toujours eu une chambre de l'architecte prévue pour accueillir les architectes pensionnaires à tour de rôle et le loger en tant que tel. Et au-delà, on voit dans les inventaires, dont l'école française dispose des inventaires de mobilier de l'école française de 1846 à 1880 à peu près, on voit que très tôt, Daveluy s'occupe d'acheter des échafaudages et des échelles et tout le matériel pour les architectes de façon à leur permettre de travailler. Et on peut considérer qu'une bonne partie des envois de Rome et du travail des architectes qui est aujourd'hui conservé à l'école des Beaux-Arts est réalisé sur financement en grande partie de l'école française d'Athènes, en tout cas de décision de Daveluy pour soutenir ce travail. Et ce travail des architectes va durer évidemment, cette présence des architectes à l'école va durer un certain temps. Georges Perrault se souvient de ces soirées passées avec les architectes à l'école française d'Athènes, avec plusieurs textes sur lesquels je passe rapidement, où il fait état des discussions enflammées avec les architectes dans les salons de l'école française d'Athènes. À l'époque, on est à Place Syntagma, dans le grand bâtiment de la maison lemnienne, où se déroulent ces discussions. Les architectes travaillent évidemment sur les grands sites de l'école. Alors, vous connaissez tous évidemment les reconstitutions de Néno ici pour Délos. Moins connu, les architectes travaillent avec les membres de l'école française d'Athènes sur des chantiers qui ne sont pas forcément des chantiers de l'école française d'Athènes. C'est peu connu, mais ça mérite d'être souligné, en particulier la grande restauration d'Olympie, réalisée par Victor Laloux, lors de son séjour à l'école française d'Athènes, avec comme membre de l'école française d'Athènes qui travaille avec lui Paul Monceau. C'est la grande publication de la restauration d'Olympie qui a été faite à partir des fouilles allemandes, mais sur la production d'une iconographie originale entièrement faite par Laloux. Le travail des architectes n'est pas toujours aussi spectaculaire et il faudrait tracer ce travail plus ponctuel qui a été réalisé, en particulier quand les architectes accompagnent les membres dans leur voyage. Edmond About a fait son mémoire sur l'île d'Égine. Il est accompagné de Charles Garnier, qui en a profité pour faire une partie de son envoi sur le temple de la Faya à Égine. D'autres voyages, il y en a plusieurs comme ça. Le voyage d'Alfred Mézières dans le Pélion et l'Ossa. Il est accompagné d'Alfred Normand, qui fait un certain nombre de relevés de monuments et aussi de relevés de maisons traditionnelles de la région de Thessalie, ce qui nous vaut toute une série d'iconographies aujourd'hui déposée de l'Académie d'architecture, très intéressante à étudier et restée en grande partie inédit. De même, l'architecte Joyaux accompagne Terrier en voyage au Sounion, au Cap Sounion, pour explorer les mines de plomb argentifère et faire le relevé des antiquités. Et c'est Joyaux qui fait le panorama de l'ensemble. Et le Terrier raconte les conditions très difficiles pour réaliser ce panorama. Ces architectes travaillent aussi comme faire les relevés de fouilles,
en tant que tel. Vous avez ici, par exemple, Albert Tourner, qui est très connu pour son relevé monumental de Delphes, a fait des relevés de fouilles au monument de Lysicrate pour accompagner les travaux d'Edmond Potier en 1878. Ces architectes font aussi des travaux de dessin de matériel, de céramique. On a parlé tout à l'heure de Jules Chaplin. Jules Chaplin a fait les dessins pour la publication des céramiques de Grèce propre, le livre d'Albert Dumont. C'est lui qui fait l'iconographie en tant que telle. Ils sont aussi utilisés pour, moins connus, mais ça mériterait d'être relevé, pour du matériel archéologique. Ici, les poignards de Mycène ont été dessinés par Victor Blavette, prix de Rome, qui est en séjour à l'école et qui fait un des plus beaux relevés aquarellés des 3 dagues de Mycène qui ont été publiés dans le BCH mais qui n'ont pas été repris depuis, et ce sont des pièces tout à fait remarquables. Et ce travail des architectes dure pendant quasiment jusqu'au milieu du XXe siècle, jusque dans les années 50. Marie-Christine Hellman a fait un relevé assez complet de tous les architectes passés à l'école française d'Athènes, mais il manque un relevé, non pas des envois, mais un relevé de tout le travail qui a été accompli par les architectes en dehors des envois et de tous les aquarelles et dessins des monuments qu'ils ont fait à titre personnel dans leur documentation et qu'a autorisé leur séjour à l'école française d'Athènes. À côté de ces pensionnaires présents très officiellement à l'école, s'ajoute une série de membres pensionnaires qui bénéficient du soutien de l'école française d'Athènes, pas au titre du voyage en Grèce ou au titre de la réalisation de leur envoi, mais au titre de voyages d'exploration qu'ils font tout au long de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ils sollicitent l'école française d'Athènes pour obtenir des autorisations, pour obtenir l'accès à la bibliothèque et obtenir le séjour à l'école française d'Athènes. Et on trouve trace de leur demande dans la correspondance du secrétariat général de l'école française d'Athènes. Quelques exemples pour signaler ces architectes qui composent une autre liste que celle qui a été établie par Marie-Christine Hellman, avec des personnalités aujourd'hui très méconnues comme José Ignacio Hervada, qui a été prix de Rome d'architecture, qui a été en mission à Délos en 1935 et qui a produit une documentation de relevé complet de l'État avec un plan général de Délos qui est aujourd'hui très peu connu et avec des reconstitutions de l'île. Et il séjourne plusieurs années et plusieurs mois à l'école pour réaliser cet envoi. Plusieurs autres architectes sont venus. J'ai recensé à peu près pas moins d'une vingtaine d'architectes de la villa qui viennent entre 1919 et 1939 séjourner à l'école pour des séjours d'1 mois à 3 mois et faire des travaux différents et des relevés qu'ils vont exploiter par la suite. Mais ce ne sont pas seulement des architectes qui viennent de la villa, il y a d'autres artistes, en particulier des sculpteurs qui viennent séjourner en Grèce et qui bénéficient du soutien de l'école française d'Athènes, par exemple Armand Martial, qui va s'illustrer par une sculpture très néoclassique, je vous en donnais ici un exemple, mais aussi Claude Bouscaut, et puis quelques autres aussi, sculpteurs, graveurs, qui viennent à l'école française d'Athènes pour des séjours d'1 mois ou plus. Des musiciens viennent aussi, Eugène Bozza vient plusieurs mois à l'école française d'Athènes séjourner, et il faudrait voir si dans sa production musicale il y a une empreinte de son séjour. En tout cas, il y a une composition qui s'appelle Forbeia et qui est typiquement un aspect qui pourrait être grec en tant que tel et qui pourrait être un écho de son voyage en Grèce. Il faut ajouter à ces artistes élèves des Beaux-Arts des élèves qui viennent à des moments différents de leur carrière, comme Charles Vanier, par exemple, architecte et peintre, qui est surtout connu comme artiste peintre, qui va venir en mission en Grèce en 1926. Il ne sera pas prix de Rome, il sera élève de l'école des Beaux-Arts à Paris, et c'est pendant ces années-là qu'il vient à Athènes. Il demande une carte d'accès au musée et il séjourne, et il fait un certain nombre d'huiles, des monuments grecs, qui sont d'ailleurs aujourd'hui sur le marché de l'art très, très largement aujourd'hui. Et ils sont plusieurs à faire ce genre de démarche. Dans ce monde très masculin, on compte un certain nombre de femmes dans ces artistes de passage, aussi bien comme architectes que comme artistes. Je vous en donne 2 exemples. Madame Yvonne Dupuis et Madeleine Charletti
2 architectes diplômés de l'école des Beaux-Arts viennent travailler sur plusieurs chantiers de l'école française d'Athènes, en particulier au moment où l'ingénieur Replat est malade. Elles viennent travailler à Delphes et à Délos, et leurs noms sont cités dans la publication, par exemple dans une publication ici de Délos, le sanctuaire des dieux de Samothrace. Leurs 2 noms apparaissent ici, et elles ont fait toutes les 2 une carrière de dessin ou d'architecture. En particulier, Madeleine Charletti deviendra une illustratrice de livres très reconnue à Paris dans l'entre-deux-guerres. Et puis, dans les artistes, une sculptrice, Annie Mouroux, Martin Mouroux, prix de Rome en 1919, une des toutes premières artistes femmes sculptrices prix de Rome. Elle fait un voyage d'études en Grèce, accueillie par l'école française d'Athènes, et elle fait ensuite une carrière internationale aux États-Unis, au Maroc, en Espagne et en Serbie. C'est un recensement qu'il faudrait faire de tous ces artistes qui sont passés par l'école française d'Athènes et qui constituent en quelque sorte cette mémoire artistique de l'école. Le soutien et l'accueil que l'école française réserve aux artistes trouve évidemment son équivalent, on l'a dit, à la Villa Médicis. C'est évoqué ici par Ernest Bellet, qui évoque cet échange d'hospitalité entre les 2 institutions. Et le règlement avait prévu, en effet, que le règlement intérieur de l'école française d'Athènes avait prévu, dans son article 2, que les membres qui séjournent en Italie sont placés, donc on l'a cité tout à l'heure, sont placés à l'Académie de France à Rome, sous l'autorité du directeur. De cette hospitalité, nous avons de très nombreux témoignages que j'ai rassemblés ici en une seule vue, des souvenirs personnels des membres de leur séjour. Ici, Fernand Courby, photographié à la Villa Médicis. Tous les membres ont des souvenirs dans leur album personnel, d'où la nécessité de rechercher ces albums personnels. Des caricatures qui se trouvent dans les albums de portrait-charge de la Villa Médicis, ici de Gustave Toudouze. Et puis, l'école dispose d'une collection de médaillons en plâtre, qui sont des tirages de médailles réalisées à partir de travaux faits par les artistes sculpteurs de la Villa Médicis. Les originaux se trouvent ici à la Villa Médicis. Ici, je vous ai mis la médaille d'Edmond Potier réalisée par Chaplin, qui est donc ce même artiste qui réalise le buste dont on a déjà parlé tout à l'heure. On trouve aussi des témoignages de cette interaction entre les institutions par des œuvres, en particulier une œuvre qui est présente dans la collection de l'école française d'Athènes, une vue de l'acropole depuis le Lycabète, qui est réalisée par Charles Nicot et qui porte cette dédicace aux camarades de l'école française d'Athènes, bien cordialement. Charles Nicot, qui était architecte lauréat du prix de Rome, donc qui est en Grèce en 1912 et qui a donc laissé ce souvenir. Pour conclure, on aura compris, je pense, qu'il y a dans l'histoire de l'école française d'Athènes donc une veine artistique, un parcours des arts aujourd'hui très caché, une académie de France en quelque sorte en filigrane, qui est très discrète, mais qui mérite, je crois, toute l'attention, car ses membres et ses pensionnaires ont partagé très longtemps un destin commun, paradoxal, en particulier sur un point, que je voudrais souligner pour conclure, financés par l'État dans des structures d'accueil très originales, mais relativement coûteuses pour l'État français, travaillant sur le terrain d'arrache-pied et restant toute leur vie, du moins pour certains, marqués à vie, et s'appelant romains ou athéniens, leurs productions, que ce soit des envois ou des mémoires, sont restées très longtemps inaccessibles au public. C'est un paradoxe. Les envois des prix de Rome sont exposés une fois à Paris et sont ensuite rangés dans les tiroirs de l'école des Beaux-Arts, alors que c'est des relevés architecturaux, en particulier l'état actuel, d'une précision absolument extraordinaire. Et les mémoires des membres sont envoyés à l'Académie qui fait un rapport. Ils sont partiellement publiés dans les archives des missions scientifiques et littéraires, qui est une revue pas très diffusée à travers le monde. Et c'est des travaux qui ne connaissent aucun aboutissement académique. Je rappelle que le bulletin de correspondance hellénique ne sera créé que après 1870 et ne publiera de toute façon que des travaux archéologiques. Et donc on a là 2 institutions très coûteuses qui produisent un travail scientifique de première qualité, mais il n'y a pas de débouché éditorial pour permettre cette publication. Et il est ironique finalement, et finalement c'est les institutions qui se sont en quelque sorte sauvées elles-mêmes, si j'ose dire, puisque, en tout cas pour les envois de Rome, il est assez piquant de noter que la publication de ces envois de Rome se fera à partir d'une initiative prise par 2 membres de l'école française d'Athènes, Georges Seur et Victor Chapeau, en 1912, puis ensuite en 1924, qui vont publier dans une série
consacrés aux monuments antiques, les envois des prix de Rome, réalisés en particulier ceux qui ont été réalisés par les pensionnaires de l'École française d'Athènes. Je vous remercie de votre attention.